En Ukraine, c'est la guerre et les bombes tombent. En France, on n'est pas en guerre. Mais il y a une nouvelle loi, la loi Duplon, qui vient autoriser le retour des néonicotinoïdes. La guerre en Ukraine et la loi Duplon, a priori, il n'y a pas de lien apparent. Pourtant, l'une comme l'autre obéissent à une même logique. Pas militaire, pas sanitaire, mais économique. Un pesticide pour sauver les betteraves, une guerre pour relancer la croissance. Partout, le capitalisme transforme nos besoins vitaux en marché à conquérir. Dans le développement personnel, le moi, l'individu, s'oppose à la société. Donc le collectif, non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Chacun doit se débrouiller seul. Même la sécurité, même la terre, même la vie humaine, il n'a aucune limite. Je crois qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui nous fait du mal, qu'il salit et qu'il finit par détruire à peu près tout ce qu'il touche. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Bien évidemment! Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? Personne ne le dit. Pourquoi est-ce qu'on continue d'y croire? Et surtout, si c'est si terrible que ça, est-ce qu'il y a un moyen d'y échapper? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du capitalisme, de ce qu'il fait à notre imaginaire, mais également et surtout de comment il est né, il y a plusieurs siècles, du désir ancien d'une petite frange de la population qui rêvait de pouvoir, mais d'un pouvoir qu'elle n'aurait jamais à partager. Il est à moi! Il est à moi! Le capitalisme n'est pas né en un jour. Il n'est pas le fruit d'un traité, ni de l'aboutissement d'une découverte. Il n'a pas surgi d'un laboratoire d'économistes, ni d'une révolution technique isolée. Le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est l'expression historique d'une aspiration, le désir d'une classe sociale bien précise, celle qui, à la fin du Moyen-Âge, commence à accumuler une puissance sans précédent, sans pourtant accéder à une reconnaissance symbolique qu'elle estime méritée. Cette classe sociale, c'est la bourgeoisie commerçante, financière, urbaine et européenne, qui voit s'accroître ses richesses, sa capacité d'organisation, son savoir-faire international, tout en demeurant exclu du pouvoir politique. Monopolisé par une aristocratie militaire et foncière dont l'autorité repose encore sur l'héritage et la naissance. Alors cette bourgeoisie, qui finance les expéditions, qui prête au roi, qui organise les foires et les routes, qui maîtrise déjà l'art de la dette et celui de l'investissement, commence à se penser comme le véritable moteur de la société. Elle ne se contente plus de faire tourner le monde, elle veut aussi en fixer les règles. Que ferait l'Espagne dans ces contrées? Du négoce. Et plus elle prête à ceux qui gouvernent, plus elle mesure l'écart entre sa puissance réelle et son absence de pouvoir formel. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges? Ce n'est pas seulement une frustration sociale, c'est une blessure politique. Une blessure qu'elle va chercher à combler, non pas par une révolution frontale, du moins pas tout de suite, mais en réécrivant les principes même sur lesquels repose l'ordre social. Dans la vidéo précédente, nous avions exploré comment le libéralisme, non pas en tant qu'idéologie des droits, mais comme justification économique, avait fourni à la bourgeoisie l'outil rêvé pour transformer ses intérêts particuliers en règles générales et ses ambitions en normes. Mais cette légitimation libérale n'est venue qu'après, bien après. Car bien avant les premiers traités d'économie politique, un mouvement souterrain avait déjà commencé. Un mouvement plus discret, mais plus déterminant. Celui d'une classe marchande qui, à partir du XIIe siècle, commence à comprendre que l'argent, surtout quand il est adossé au crédit, permet de manipuler non seulement les échanges, mais le temps, les rapports sociaux et les régimes d'autorité. À une époque où l'aristocratie pense en lignée, en terres et en droits féodaux, la bourgeoisie marchande pense en flux, en délai et en marge. Elle ne règne pas sur des territoires, mais sur des circulations. Elle ne domine pas par la force, mais par le contrat, encore balbutiant, encore encadré par le droit canon, mais déjà porteur d'une vision du monde, celle où la richesse ne vient plus du sang, mais du calcul, de l'anticipation et du mouvement. Et ce glissement est décisif, car là où le seigneur se contente de prélever, le bourgeois apprend à calculer. Il comprend qu'il vaut mieux prêter que posséder, anticiper plutôt qu'imposer, et surtout, il comprend qu'un monde où tout peut s'échanger peut aussi se conquérir, non pas par la guerre, du moins pas directement, mais par la dette, par
le commerce, par l'encerclement économique. Et puis survient le miracle, 1492. Christophe Colomb ne fait pas que débarquer en Amérique. Il la livre sur un plateau à une Europe en quête de matière, de matériaux et de domination. Le pillage méthodique, systématique et d'une ampleur totalement inédite qui va suivre, qui mêle expropriation des terres, destruction des cultures, esclavage de masse et exploitation des ressources, va marquer un véritable tournant dans l'histoire européenne. Il va provoquer une explosion sans précédent du volume d'or, d'argent, de sucre, de café et de coton, et alimenter sans aucune limite l'avidité de certains qui n'ont qu'un seul objectif, l'accumulation. Pour la première fois, une classe marchande européenne, jusque-là périphérique, se trouve au centre d'un processus massif d'enrichissement alimenté par l'opportunisme, l'appropriation et l'extraction. Tandis que les États-nations se recomposent, que les empires se disputent les routes maritimes, la bourgeoisie, elle, finance les expéditions, les monarchies, les guerres. Elle s'arrange pour devenir indispensable et obtenir des droits, des privilèges et des sièges. Ce faisant, en plus de la richesse, ils se mettent à accumuler du pouvoir. Le pouvoir de fixer les règles, d'écrire les droits, d'imprimer de la monnaie, le pouvoir d'imposer au monde un ordre qui favorise leurs intérêts. C'est là que le libéralisme va entrer en lice. Il va permettre de rationaliser les ambitions des bourgeois et de les rendre légitimes, désirables et même naturelles. La main invisible d'Adam Smith, dont l'importance a été volontairement exacerbée et détournée de son sens initial, n'est pas une métaphore poétique, c'est un mécanisme d'occultation, une manière de faire oublier les mains bien réelles qui tiennent les leviers. Les théories libérales de l'équilibre, de la concurrence, du mérite vont être exploitées à plein dans une immense opération d'occultation politique. Faire croire que le marché est neutre, que le profit est nécessaire et que l'intérêt personnel est un moteur collectif. Ce n'est pas uniquement le travail intellectuel des philosophes et des révolutions qui ont fait tomber l'Ancien Régime. Il est tombé également à cause de la volonté et du soutien de la classe bourgeoise qui a décidé de s'émanciper. Une stratégie, une longue patience, une montée progressive et pour finir, une capture inexorable de tous les centres de pouvoir. C'est ça le capitalisme. Un système économique fondé sur le profit et l'accumulation associé à un dispositif d'emprise idéologique taillé pour imposer ses désirs. La symbiose du libéralisme et du capitalisme va permettre à tous ceux qui vont se succéder au sommet du pouvoir de définir ce qui est souhaitable, ce qui est raisonnable, ce qui est possible. Ils vont rendre leurs propres intérêts invisibles en les présentant comme des évidences et naturaliser la croissance, l'investissement et la rentabilité, comme autrefois on naturalisait la monarchie ou la théologie. Le documentaire d'Ilan Ziff le montre avec une clarté rare. Les grandes figures du libéralisme économique ne sont pas des prophètes de la liberté, mais des architectes de la domination douce. Chacun, à sa manière, a contribué à verrouiller l'ordre bourgeois en lui donnant une armature intellectuelle. Smith en idéalisant le marché, Ricardo en justifiant la pression sur les salaires, Malthus en rendant la pauvreté inévitable. Et tout cela converge vers un même objectif, pérenniser une structure de pouvoir fondée sur l'accumulation privée, l'expansion permanente et la légitimation morale du profit. Voilà où nous en sommes. Le capitalisme ne commence pas avec les usines de la révolution industrielle, il commence avec une frustration, l'avidité anormale et inextinguible d'une minorité et la découverte qu'on pouvait s'approprier le monde et l'exploiter à condition de bien le raconter. Et c'est ce récit, plus encore que les flux financiers ou les rapports de force, qui maintient aujourd'hui l'édifice debout. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie, mais dès qu'on essaye de faire ça, on est poursuivi, c'est impossible. Il y a des idées qui, à force d'être répétées, finissent par ne plus être questionnées. Des idées qui se glissent dans les discours, les constitutions, les habitudes, qui s'insinuent partout en prétendant ne rien faire d'autre que d'expliquer ce qui est. Le libéralisme économique est de celle-là. Et pour comprendre pourquoi il a triomphé, il faut comprendre ce qu'il promettait. Il faut revenir à ce moment clé où l'économie s'est présentée non plus comme un domaine d'action parmi d'autres, mais comme une vérité froide, scientifique, rationnelle, une vérité naturelle. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le libéralisme, c'est peut-être le moment là. Si l'on veut qu'un ordre social s'impose durablement, il faut plus que des lois, il faut une croyance. Et cette croyance, les économistes classiques vont l'inventer de toutes pièces. Celle selon laquelle le monde est naturellement ordonné par la recherche individuelle du profit et que toute intervention pour corriger ce mouvement spontané serait non seulement inefficace, mais dangereuse. Adam Smith, dans La richesse des nations, 1776, inaugure ce basculement.
Il n'écrit pas un traité technique, il écrit une cosmologie. Il propose une nouvelle manière de penser le monde, dans laquelle chaque individu, mu par son intérêt personnel, contribuerait, sans le vouloir, à l'intérêt général. Ce que les religions appelaient providence, il l'appelle main invisible. Et ce glissement est crucial. Là où la morale chrétienne imposait des limites à l'enrichissement, là où le droit féodal encadrait la propriété, Smith fait du profit une vertu. Il transforme le commerce en mécanisme d'harmonisation, il redéfinit le bien commun comme un effet secondaire du calcul égoïste. Ce que Smith promet, c'est un monde où la liberté est compatible avec l'ordre, où la richesse est compatible avec la justice, où la concurrence produit spontanément l'équilibre. Et cette promesse, la bourgeoisie va s'en emparer avec une jubilation intacte, car elle offre exactement ce dont elle a besoin, une justification. Elle ne veut pas seulement posséder, elle veut légitimer sa possession. Elle ne veut pas seulement commercer, elle veut faire du commerce un principe politique. Et elle ne veut pas seulement influencer les lois, elle veut devenir la loi. Et pour cela, rien de mieux qu'une science qui dise que ses intérêts sont universels, que sa logique est naturelle, et que toute remise en cause serait une atteinte à l'ordre des choses. Jean-Baptiste C., élève français de Smith, généralise le principe. L'offre crée sa propre demande. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pénurie. Il y a des imperfections temporaires que le marché corrigera. Dès lors, toute intervention publique est suspecte, toute solidarité est inefficace, toute politique de redistribution est un danger. Le monde n'est plus un espace à organiser, c'est un système autorégulé. L'homme n'est plus un être moral, c'est un acteur économique, et la société n'est plus un tissu de relations, c'est un marché. Mais cette idée, pour s'imposer, a besoin d'un langage, elle a besoin d'un vocabulaire neutre, lisse, mathématique. Elle a besoin de parler de coûts et de bénéfices, de taux et de courbes, de marges et de risques. Elle doit faire oublier la chair, les visages et les vies de ceux qui font vraiment le monde. Elle doit se présenter comme une évidence. Au XIXe siècle, la révolution industrielle donne un terrain d'expérimentation aux théories libérales. Dans les manufactures qui sortent de terre à tour de bras, les travailleurs deviennent des variables d'ajustement. La richesse continue de se concentrer et l'idéologie se raffine. Si tu es pauvre, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Si tu échoues, c'est que tu n'as pas su saisir ta chance. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Thomas Malthus, en 1798, enfonce le clou. La misère n'est pas une injustice, c'est une conséquence naturelle. Les pauvres sont trop nombreux, l'aide sociale est inefficace, voire néfaste. La souffrance devient donc un outil de régulation démographique. Et c'est ainsi que le libéralisme économique va rendre acceptable l'inacceptable. Il transforme l'exploitation en contrat, la précarité en nécessité, l'accumulation en discipline. Il permet à une classe de s'enrichir sans culpabilité, en se pensant même utile à l'humanité. Mais cette naturalisation de l'économie, cette réduction du monde à des flux abstraits, à des équilibres invisibles, va permettre un second glissement, plus discret mais décisif, la dissolution du politique. Car si le marché est un ordre naturel, alors toute volonté de le contester devient une hérésie. Hérétique! Au bûcher! Le politique devient donc suspect, l'État devient intrusif et la démocratie devient un luxe que les marchés ne peuvent pas toujours se permettre. Et c'est ainsi que, peu à peu, se construit ce qu'on pourrait appeler le désarmement démocratique. Les décisions cruciales sur les budgets, les ressources, les priorités collectives ne sont plus prises dans des parlements, elles sont prises dans des instances techniques, des agences de notation, des collèges d'experts ou des forums économiques. Et cette dépossession, la bourgeoisie en est le grand bénéficiaire. Elle peut enfin gouverner sans gouverner, imposer sans s'exposer, décider sans avoir à convaincre. Voilà pourquoi le capitalisme moderne n'est pas une dérive du libéralisme. Il en est l'aboutissement logique. Il réalise son rêve secret, une société dans laquelle la liberté est assimilée au pouvoir d'acheter et la justice, la liberté des prix. Une société où l'inégalité n'est plus un problème moral, mais une conséquence statistique. Une société où l'économie n'a plus besoin d'être justifiée parce qu'elle est devenue invisible. Mais derrière tout ça, il y a des choix, des rapports de force et une classe sociale bien réelle. Il arrive un moment dans l'histoire d'une idée où l'on cesse de la penser comme une idée. On ne la questionne plus, on s'y adapte. Du coup, pour bien la comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'elle produit. Donc, pour comprendre ce qu'est le capitalisme, il ne suffit pas d'en étudier les préceptes, les théorèmes et les équations, il faut remonter les fleuves, il faut ouvrir les cales
Il faut sentir la sueur, entendre les cris et compter les corps. David Graeber, dans Dette 5000 ans d'histoire, le rappelle. L'économie moderne ne s'est pas construite à partir de l'échange volontaire, mais à partir de l'expropriation, de la dette forcée et de la guerre. Elle n'est pas née du contrat, mais de la capture. À partir du XVe siècle, un tournant s'amorce. La bourgeoisie marchande européenne, de plus en plus riche, de plus en plus puissante, commence à se percevoir non plus seulement comme un acteur parmi d'autres, mais comme l'élément moteur de l'ordre social. Son efficacité, sa prudence, sa capacité à organiser les flux lui apparaissent comme autant de vertus supérieures, et bientôt comme des principes d'organisation du monde. Ce qui n'était d'abord qu'un savoir-faire devient une vision, et ce que la tradition regardait avec méfiance, le commerce, l'intérêt, le calcul, commence à s'imposer comme une évidence. Forte de cette idée, elle part à la conquête du monde. Elle ne cherche pas seulement des épices ou des alliances, elle cherche un terrain pour se développer et prospérer. Et elle le trouve, l'Amérique. Le Nouveau Monde ne représente pas seulement une terre inconnue, il incarne la promesse d'un monde sans limite. Un monde où tout serait encore à prendre. Un monde vierge, à s'approprier. Et ce monde va être saisi avec une brutalité méthodique. Les peuples autochtones vont être exterminés, leurs terres arrachées et le reste de leur population déplacée. La logique est simple, transformer tout ce qui vit en ressources, tout ce qui respire en marchandises, tout ce qui résiste en un obstacle à éliminer. Mais pour pouvoir exploiter ces terres fraîchement acquises, il faut du personnel, de préférence captif et sans horizon pour s'enfuir. Un personnel d'esclaves déportés. Voici venir le commerce triangulaire. Ce qu'on appelle commerce triangulaire n'est pas une simple route commerciale. C'est une organisation industrielle destinée à capturer et déporter des esclaves. 1. En Afrique, on échange des pacotilles, des armes, de l'alcool contre des captifs humains. Ces hommes, femmes et enfants sont arrachés à leur société, leur nom et leur langue. 2. Ils sont déportés par bateau dans des conditions abominables en Amérique, où ils sont utilisés comme force de travail gratuite, encadrée par la terreur, pour produire les matières premières les plus rentables. Canne à sucre, coton, tabac, café, cacao. 3e étape, en Europe, ces matières sont transformées, revendues, intégrées dans un système bancaire naissant et réinjectées dans la machine industrielle. Ensuite, ils sont réexportés pour entretenir le cycle. On voit là l'expression du capitalisme dans sa forme la plus pure. Dans ce système, ce qui accroît la richesse, c'est la capacité à contrôler les flux de marchandises, d'humains, d'informations. Et pour pouvoir le faire, il faut être un minimum riche. Je dis ça juste en passant. Ce que la bourgeoisie opère à ce moment-là, c'est le glissement de la véritable puissance, du prestige à la liquidité. Pour caricaturer, celui qui est le plus puissant devient celui qui détient le plus de richesse. Et donc, il faut pouvoir la faire circuler, l'accumuler et la reproduire. Et pour cela, il faut des colonies, des esclaves, des ports, des assurances, des lois commerciales, des banques, des dettes, des guerres. Donc, quand Christophe Colomb atteint les Antilles, il ne fait pas couvrir une route maritime. Il ouvre une brèche géopolitique. Une brèche où la richesse n'a plus besoin d'être produite, il suffit de se l'approprier par la guerre, par le vol, par l'endettement ou par la loi, et ensuite de la faire prospérer par n'importe quel moyen. Et c'est là que se cristallise ce qu'on pourrait appeler le désir impérial du capitalisme. L'idée que l'économie n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle se déploie sur un terrain conquis, que la richesse est une affaire d'espace, et que l'espace, pour être exploité, doit être organisé. Et cet espace, ça sera le monde. De l'or des Incas au cobalt des Congolais, au sucre des Antilles au gaz ukrainien, l'histoire est la même. Extraction, déplacement, concentration, extraction des ressources, déplacement des populations, concentration de la richesse. Et cette logique continue aujourd'hui encore. La guerre en Ukraine n'est pas qu'un conflit militaire, c'est un choc géoéconomique. L'Europe se détourne du gaz russe, l'OTAN s'élargit, les contrats d'armement explosent, et déjà, les grandes entreprises occidentales anticipent le marché colossal de la reconstruction. Un marché où l'aide humanitaire croisera les investissements, où les ruines deviendront des actifs, et où l'après-guerre sera, comme toujours, une opportunité de profit. En France, la loi du plomb, votée en juillet, rouvre la porte aux néonicotinoïdes, au nom de la compétitivité agricole. Sous prétexte d'efficacité, elle légalise la régression environnementale et le meurtre de masse des abeilles. Encore une fois, la crise devient un marché, la nature un actif, la norme un obstacle, et la logique capitaliste avance masquée.
Rien de neuf en réalité. Le capitalisme, adossé au libéralisme, ne se contente pas d'exploiter le monde, il le redessine. Il le découpe en zones d'extraction, en couloirs logistiques, en circuits de valeur. Il hiérarchise les vies, les langues, les histoires. Il fait de la planète un tableau Excel. Et ce que nous appelons mondialisation, c'est souvent cela, l'universalisation d'un modèle né dans les cales d'un navire négrier, légitimé par une idéologie libérale et perfectionné par des siècles de prédation subtile. Un modèle où produire n'est jamais une fin, mais toujours un moyen. Un moyen de croître, un moyen d'accumuler, un moyen de dominer. Et plus encore, un moyen de rendre cette domination désirable. Parce que c'est là peut-être la dernière grande victoire du capitalisme. Elle est parvenue à transformer cette histoire violente, brutale, inégalitaire, en récit de réussite. Mais une réussite qui repose sur une amnésie, sur le fait qu'on oublie d'où vient l'argent, qu'on oublie qui a payé le prix, et surtout qu'on oublie que tout cela aurait pu être autrement. Une fois la machine capitaliste mise en route, que le monde a été conquis, quadrillé, que les flux humains, minéraux et monétaires ont été captés et synchronisés, une question vertigineuse se pose. Que va-t-elle faire quand il n'y aura plus rien à conquérir? Que devient un système qui ne sait croître qu'en dévorant les matières, les frontières et au final la vie elle-même? Eh bien, on le voit aujourd'hui, il se détache du réel. Il s'informatise, il se financiarise, il transforme la richesse matérielle en signaux, en produits dérivés et en bulles spéculatives. Ce qui comptait hier, les terres, les machines, les bras, devient secondaire. Ce qui importe aujourd'hui, ce sont les anticipations, les paris, les modèles prédictifs. L'économie devient un jeu d'ombre, un monde parallèle où on peut parier sur la faillite d'un pays, spéculer sur le climat, revendre les dettes impayables à des banques qui le savent, mais qui les achètent quand même parce qu'elles savent qu'elles seront refinancées. À partir des années 80, après les premiers chocs pétroliers, va se déployer ce qu'on a appelé pudiquement la libéralisation des marchés. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. En réalité, il s'agit d'un basculement structurel qui va s'avérer ultra violent. L'économie réelle doit être subordonnée à la logique financière. Parmi les grands chantres de cette vision, on a Milton Friedman de l'Université de Chicago qui affirme « Le seul objectif d'une entreprise, c'est de maximiser le profit de ses actionnaires ». Ou encore Friedrich Hayek qui a écrit dans son livre « La route de la servitude » « Toute intervention dans les mécanismes du marché mène au totalitarisme ». Ces formules, qui auraient pu susciter la méfiance, deviennent des slogans. Elles colonisent les universités, les gouvernements et les médias. Elles imprègnent l'esprit des élites et très vite deviennent des politiques publiques. Les États ne doivent plus intervenir. Ils doivent s'effacer, privatiser, déréguler, réduire les dépenses, laisser faire, laisser passer. Et ainsi commence ce qu'on appellera la grande transformation. Non pas celle des 30 Glorieuses, mais celle de leur démantèlement. Les biens publics deviennent des actifs, les services essentiels deviennent des marchés, les citoyens deviennent des clients, l'État devient un arbitre, le social, un coût. On vend les écoles, les hôpitaux, les retraites, on vend le vivant, on brevette les semences, on numérise les savoirs, on monétise l'attention et on ubérise les relations. Et dans ce grand retournement, ce sont les plus fragiles qui payent. Cette conséquence étant même parfaitement intégrée et assumée. En premier par Thomas Malthus au XIXe siècle, qui affirmait que la pauvreté était naturelle et qu'elle était même souhaitable, car elle limitait la surpopulation. Cette idée, reléguée un temps au magasin des horreurs, revient sous une forme renouvelée, plus polie, plus algorithmique. On appelle cela l'optimisation budgétaire, la rationalisation des dépenses, la responsabilisation individuelle. Mais derrière ces euphémismes, la logique est toujours la même. Ceux qui ne peuvent pas payer doivent disparaître de l'équation. La loi du plomb, qui réintroduit les néonicotinoïdes pour fluidifier la compétitivité agricole, expose un principe simple mais décisif. La nature n'est plus un bien commun, mais un actif. Les terres cultivées deviennent des portefeuilles, la biodiversité, une variable d'exploitation. Et la crise environnementale, un levier de profit, déguisé. Même logique dans la guerre en Ukraine. La reconstruction annoncée comme un défi humanitaire est déjà pensée comme un marché stratégique. Les géants du BTP, les cabinets de conseil, les fonds souverains se positionnent
Il cartographie les ruines comme d'autres cartographiaient les mines d'or. Le pays devient un chantier, le peuple une variable, la paix une niche. Tout est normal. Le capitalisme, quand il n'a plus rien à extraire, extrait l'avenir lui-même. Il vend le futur, il transforme les incertitudes en actifs, il joue sur les risques, il assure, il couvre, il empile les couches d'abstraction jusqu'à ce que plus personne ne sache ce qui est réel et ce qui est déjà une dette sur ce qui pourrait ne jamais exister. Et dans cette abstraction généralisée, une chose est certaine, plus le système devient complexe, plus il devient opaque. Et plus il devient opaque, plus il devient inamovible. Et pourtant, cette opacité est voulue, elle est même nécessaire. Car si l'on voyait vraiment ce qui se passe, si on comprenait que les crises sont rentables, que la misère est monétisable et que la destruction est planifiée, on ne pourrait plus y croire. On ne pourrait plus croire que la croissance, ce mot magique et neutre, universel, est désirable. Et pourtant, beaucoup y croient encore, profondément. Profondément persuadés que c'est le chemin vers toutes les solutions. Mais surtout parce que tous les mots qui la qualifient ont été vidés de leur sens. Progrès, développement, compétitivité, modernité. Il y a ceux qui y croient sincèrement et ceux qui l'exploitent comme un actif comme les autres, pour leur profit personnel. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Car le capitalisme contemporain, prolongeant la promesse initiale du libéralisme, ne se contente plus de proposer l'enrichissement individuel comme finalité désirable. Il en est venu à promettre bien davantage, une forme d'ordre global, un monde lisible, mesurable, prédictible, un monde sans incertitude, sans conflictualité, sans ralentissement, un monde géré. Et s'il en est arrivé là, c'est parce que sa propre instabilité menace en permanence son équilibre. Plus il dérégule, plus il produit le chaos, économique, social et climatique. Mais plutôt que de renoncer à sa logique, il propose une compensation symbolique, la promesse d'un contrôle total. Il multiplie les tableaux de bord, les indicateurs, les prévisions, les plans sur 5 ou 10 ans. Il vend l'illusion d'un monde que l'on pourrait enfin piloter comme une entreprise. En vérité, c'est une fuite en avant, car cette promesse d'ordre n'est pas la solution au désordre qu'il génère. C'est son masque, un vernis de rationalité pour dissimuler la brutalité des rapports de force, un simulacre de maîtrise pour éviter d'interroger les finalités. Et c'est peut-être là, dans cette promesse silencieuse d'un avenir sans trouble, que réside son pouvoir le plus redoutable, celui de nous faire désirer non plus seulement la réussite ou la liberté, mais la fin de l'imprévisible, l'extinction même de l'histoire. Et ce pouvoir-là, de nous faire désirer l'extinction même de l'imprévisible, est d'autant plus efficace qu'il agit en silence. Il n'a pas besoin de s'imposer par la force. Il infiltre nos réflexes, notre langage ou nos attentes. Il nous apprend à confondre la prévisibilité avec la sécurité, l'optimisation avec le progrès, la stabilité avec la justice. Et à force de réduire l'avenir à un tableau Excel, à force de croire que gouverner, c'est gérer, il nous prive de toute imagination collective. On doit consolider nos parts de marché, ou en quelque sorte ne pas se laisser décrocher. Et dans cette quête d'un ordre parfait, sans aspérité, sans lenteur, sans dissensus, quelque chose se fêle, quelque chose se vide, car un monde parfaitement géré n'est plus un monde habitable. Parce qu'il est vide de sens, parce qu'il est plein d'injustice, parce qu'il nous oblige à courir toujours sans savoir pourquoi, parce qu'il nous apprend à douter de notre valeur si elle n'est pas mesurable, parce qu'il fait de notre attention une monnaie, de notre colère une marchandise, de notre fatigue un marché. Et tout cela ne tient debout que parce qu'on y croit, ou plutôt parce qu'on ne voit pas d'alternative. Et si l'alternative n'était pas à inventer dans les algorithmes, mais à retrouver dans ce qu'on avait désappris, le commun, la lenteur, la souveraineté collective ou le soin. Peut-être qu'il faut d'abord désapprendre la croissance, désapprendre la dette, désapprendre l'idée que la valeur est toujours ailleurs, plus tard, plus haut. Désapprendre pour enfin voir. Il y a un moment, toujours, où la mécanique se grippe, où les illusions se déchirent, un moment de bascule où même les plus convaincus commencent à douter, un instant fragile, trop court, où le système semble vaciller, mais sans tomber. En 2008,
Ce moment a eu lieu. Il a été mondial et spectaculaire, brutal. Les banques se sont effondrées comme des dominos, révélant l'ampleur d'un mensonge partagé, celui d'une prospérité infinie bâtie sur du vide. L'argent n'existait pas, les titres étaient toxiques, les risques étaient connus, mais dissimulés, et pendant quelques semaines, l'ordre s'est fissuré. Et pourtant, que s'est-il passé ensuite? Rien, ou plutôt, tout a recommencé, les mêmes pratiques, les mêmes habitudes, les mêmes structures. Ce n'est pas que les peuples n'ont pas vu, c'est qu'ils n'ont rien pu faire, car l'effondrement, au lieu de libérer l'imaginaire, l'a tétanisé, et la tête de l'hydre a repoussé. Cette capacité à survivre à ses propres désastres, à transformer les crises en opportunités, est tout bonnement effroyable. Après 2008, on aurait pu repenser la finance ou revaloriser le travail, réinvestir le commun. On a choisi autre chose, injecter de l'argent public dans les banques, relancer la machine, puis exiger des efforts au peuple. Les sacrifices, c'est toujours pour les mêmes, et les bénéfices pour les autres. Et pourtant, ça tient. Pourquoi? Pourquoi ce système que tout accable continue-t-il? Parce qu'il a toujours été une croyance, une certitude résignée qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. Aujourd'hui, le capitalisme s'impose comme une croyance par défaut. Et comme toutes les croyances, il repose sur des mythes. Le mythe du mérite, si tu travailles dur, tu réussiras. Le mythe de la liberté, tu es libre de choisir ta vie, mais surtout de la gagner. Le mythe de la croissance, demain sera forcément meilleur. Le mythe du progrès, les sacrifices d'aujourd'hui sont nécessaires pour le monde de demain. Mais ces mythes, un à un, on n'y croit plus trop. On travaille dur et on s'épuise. On choisit, mais entre Uber et Deliveroo. On progresse, mais vers la sortie de route. On sacrifie, et demain ressemble à hier, en pire. Mais on continue, parce que ces mythes sont devenus structurels. Ils organisent nos intuitions, nos politiques, nos aspirations, nos récits. Selon le philosophe Mark Fisher, la citation attribuée notamment au théoricien politique Fredric Jameson, il est plus facile d'imaginer une fin du monde que celle du capitalisme, saisit le réalisme capitaliste dans son essence. C'est un constat anthropologique. Le capitalisme a absorbé nos rêves, il les a digérés, puis nous les a revendus, reconditionnés, convertis en services. Il a fait du bonheur un bien de consommation, de la santé un marché, de la liberté un abonnement, de l'identité une niche, du temps un produit et du lien un algorithme. Tout ce que nous espérions est devenu vendable. Et quand nous nous révoltons, il absorbe aussi cette révolte. Les ONG photographient le spectacle et sont parfois financées par des multinationales. Les mouvements sociaux sont récupérés, les mots d'ordre deviennent des hashtags, les slogans sont imprimés sur les t-shirts. Et au final, le système ne recule jamais. Il se transforme, il se recycle, il devient vert, inclusif, responsable. Il corrige la forme, mais jamais le fond. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Et cette moralisation est une opération cosmétique. Elle ne change rien aux logiques d'accumulation, de domination ou de dépossession. Et ceux qui essaient de s'en extraire sont vite rappelés à l'ordre. Là où la démocratie menace le marché, c'est toujours la démocratie qui cède. Et pourtant, même au cœur du désastre, subsiste un espoir, celui que ce système n'a rien d'éternel, qu'il est né d'une histoire, d'intérêts, d'institutions, et qu'il pourrait donc être déconstruit. Mais cela suppose plus que de la colère, cela exige une lucidité sur ce que nous continuons à croire, souvent malgré nous. Un autre piège du capitalisme contemporain, ce n'est plus d'exclure, mais d'intégrer. Il ne contraint pas, il séduit. Il ne s'impose pas de l'extérieur, il opère depuis l'intérieur, par nos gestes, nos mots ou nos aspirations. Chaque fois que nous cherchons à optimiser nos journées, à mériter notre place, à transmettre la logique de performance à nos enfants, nous participons à sa reproduction. C'est là peut-être qu'il faut commencer, non dans un refus spectaculaire, mais dans une désadhésion patiente. Un moyen de le désactiver pourrait être tout simplement de cesser de lui faire une place dans notre imaginaire, de refuser qu'il en soit la seule trame, et d'ouvrir l'espace pour d'autres récits, d'autres désirs, d'autres mondes. C'est dans les marges que d'autres mondes prennent forme, non pas dans les promesses électorales, mais dans les refus assumés, les gestes quotidiens, les manières réinventées d'habiter le monde. Il suffit parfois d'un doute partagé pour qu'une brèche s'ouvre et qu'autre chose puisse enfin s'écrire. Et nous, où nous tenons-nous dans cette immense architecture du monde marchand qui conquiert les terres, restructure les corps, redéfinit les valeurs et digère jusqu'à ses propres ruines pour mieux les régénérer? Sommes-nous encore en mesure de dire « ce système c'est eux, les puissants, les décideurs, les multinationales », sans prendre le risque de nous tromper d'extérieur? Car il faut bien l'admettre, le capitalisme ne fonctionne pas seulement à coup de traités, de lobby ou de stock option. Il fonctionne surtout parce qu'il vit en nous, dans nos gestes, dans nos doutes, dans nos espoirs, dans notre façon de parler du temps,
de penser la réussite, d'évaluer la valeur d'une vie. Chaque fois que nous classons nos journées entre celles qui ont servi à quelque chose et celles que nous jugeons perdues, chaque fois que nous parlons de productivité personnelle, de rentabilité affective, de capital social ou de gestion du stress, nous parlons sa langue. Une langue que nous n'avons pas choisie, mais qui a colonisé notre manière d'exister. Le philosophe et penseur de l'économie Ivan Illich l'avait vu avec une lucidité implacable. Ce n'est pas seulement le système qu'il faut changer, mais la manière dont nous avons été dressés à le désirer. Et ce dressage n'opère pas par contrainte, mais par consentement. Il s'infiltre dans nos rêves d'enfants, dans nos préoccupations d'adultes, dans les injonctions que nous transmettons sans le vouloir. Lorsque nous nous demandons si nos enfants s'en sortiront et que cette inquiétude se résume à leur capacité à se vendre sur le marché du travail saturé, à rivaliser dans une compétition sans fin, nous ne faisons que reproduire un système que nous croyons subir, mais que nous alimentons. Le capitalisme n'est plus à la tête des institutions, il est dans nos cuisines, il est dans nos poches, dans nos insomnies, dans le petit soupçon d'inutilité qui nous ronge quand nous nous reposons trop longtemps. Il colore le moindre espace de pause d'un appel à faire mieux, à faire plus, à mériter. Même les moments de résistance, lecture, promenade, soin de soi, sont récupérés, reconvertis et reconditionnés en gestes productifs. Et même lorsque l'épuisement devient palpable, même lorsque l'absurde se dévoile, même lorsque l'horizon s'assombrit, une vieille scène revient hanter notre imaginaire. Vendez-moi ce stylo. Ce stylo n'est plus un outil pour écrire, ce n'est pas une invitation à créer, c'est un test, un piège, une injonction à penser encore et toujours dans les termes du marché, à prouver que nous savons vendre, que nous savons convertir, que nous savons jouer le jeu. Ce n'est pas un accident, c'est le cœur du système. Ce réflexe pavlovien, transformé un objet en opportunité de profit, nous l'avons intégré si profondément qu'il agit en nous, même contre notre volonté. Et c'est peut-être là que tout se joue, car si le capitalisme fonctionne si bien, ce n'est pas parce qu'il est rationnel, ou puissant, ou invincible, c'est parce qu'il structure nos imaginaires. Il nous a appris à désirer ses promesses, à penser dans ses catégories, à rêver dans son langage. Il n'a pas simplement coquille nos économies, il a redéfini ce que signifie réussir, progresser, vivre bien. Et tant que ces mots resteront les siens, il n'aura même pas besoin de nous contraindre. Nous continuerons à le nourrir avec enthousiasme. Alors que faire? Changer de banque? D'habitat? De régime? Oui, mais tout cela ne sera qu'adaptation cosmétique si nous ne touchons pas à la racine du pouvoir, notre imaginaire. Tant que réussir signifiera gagner contre les autres, tant que liberté rimera avec consommer sans entrave, tant que avenir voudra dire croissance illimitée, rien ne changera. Il ne s'agit pas de fuir le monde, ni d'attendre une révolution, il s'agit de retrait intérieur, d'une désadhésion lente, mais totale, d'un refus doux, mais intransigeant. Et si cette fois on ne vendait pas ce stylo, si l'on refusait de penser en termes de retour sur investissement, si on reprenait simplement la page. Changer de récit, c'est cela. Ce n'est pas hurler plus fort, ni casser plus vite. C'est parler autrement. C'est reconfigurer notre rapport au monde. Non plus en fonction de ce qu'il rapporte, mais de ce qu'il relie, ce qu'il soigne, ce qu'il rend habitable. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas une stratégie. C'est une brèche, une insistance minuscule, une réinvention lente. Pas spectaculaire, mais contagieuse. L'idée, c'est de faire ensemble, de chercher et de trouver comment faire ensemble pour chacun de nous et pour nous tous. Parce qu'en faisant ça, en commençant juste à le faire, on commence à écrire quelque chose, autre chose. On nous a souvent répété que l'histoire était écrite par les vainqueurs. Mais on oublie que ceux qui écrivent vraiment ne cherchent pas nécessairement une victoire. Ils cherchent souvent juste à comprendre, à dire la vérité, même fragile, à transmettre la beauté, même discrète, à rendre justice, même symbolique. Bon allez, si tout ça vous parle, vous pouvez vous abonner, partager, liker, laisser un commentaire, même si c'est pour me faire remarquer que ça contredit tout ce que je viens de dire. Allez, soyez créatifs pour le bien de tous, cultivez votre pensée subversive, et souvenez-vous, le monde ne changera pas tout seul. Et cela dépend aussi de la manière dont vous le regardez. Allez, à la prochaine. Salut.